Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans notre deuxième épisode du podcast de l'Info C'est beau. Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de nouvel appareil lancé par Apple, donc une grande compagnie spécialisée en appareils électroniques. Entre autres, ils ont créé les iPads, les iPhones, les MacBooks, les AirPods et une panoplie d'autres appareils électroniques. Et là, je vais vous parler de leur lancement de celui qui va vraiment révolutionner le monde, le Vision Pro. Donc, en fait, ce nouvel appareil a été présenté par le PDG de Apple, Tim Cook. Il a remplacé le fondateur de Apple, Steve Jobs, lorsqu'il est décédé. Cet appareil, en fait, c'est le premier appareil de Apple qui va se spécialiser dans le VR, donc la réalité augmentée, donc les casques de réalité virtuelle. Après Meta, Apple crée enfin son premier casque. Donc, on espère aussi que ça va pas être un échec parce que Samsung, Meta, Google ont lancé des premiers appareils de VR. Puis ceux-ci n'ont vraiment pas bien fonctionné. Il y avait de vraiment gros désavantages et défauts dans l'appareil et ils ont stoppé les ventes parce que ça faisait juste leur nuire. Cependant, Apple, connu comme compagnie, a promis plusieurs fonctionnalités à ce nouvel appareil révolutionnaire. Je vais vous en nommer quelques-unes. 2 écrans seront installés devant les yeux. Donc en fait, ça va être des écrans de 23 millions de pixels chacun. Donc ça va être vraiment très clair et très précis l'écran. Ces écrans pourront reproduire la vision normale de quelqu'un en même temps que la réalité virtuelle. Donc en fait, c'est que tu pourras voir un peu ton écran de MacBook sur ta vision normale, comme si tu regardais avec tes yeux normaux. En fait, comment ça va fonctionner, c'est qu'il y aura des caméras à l'avant qui vont te faire voir en 3D. Ils pourront voir évidemment leurs écrans en même temps que leur environnement. Et oui, Apple dit avoir réussi à créer des écrans qui flottent dans le vide. Donc, et tu pourras aussi les commander avec tes yeux, parce qu'il y aura des petits boutons qui pourront détecter les mouvements de tes yeux. Donc, finalement, dès que tu regardes, mettons un petit icône et tu clignes des yeux, par exemple, ça va te faire entrer dedans. Et désolé pour l'anglicisme, quand tu swipes avec tes doigts dans le vide, ça va fonctionner. Et ça fonctionnera aussi avec les appareils vocaux. Et pour faire la reconnaissance, Apple a créé le Face ID, donc c'est qui reconnaît ton visage pour ouvrir l'appareil, et le Touch ID, donc le pouce ou n'importe quel doigt. Mais là, ça va être avec l'œil, donc ils pourront scanner ton œil et c'est ça, ça va s'ouvrir l'appareil. Et la vision que tu vas avoir, ça va vraiment être en 3D, donc c'est quelque chose de vraiment nouveau pour une compagnie de Apple. Les utilisateurs ont d'ailleurs le choix de garder leur environnement visible ou non. Donc en fait, comme je vous l'ai dit précédemment, tu peux choisir comment tu organises tous tes trucs. Tu peux avoir un nombre infini d'écrans autour de toi, tu peux les disposer comme tu veux, puis en même temps parler à quelqu'un qui est juste à côté de toi. Il y aura de nombreux haut-parleurs et de nombreux microphones qui seront à la fine pointe de la technologie afin que tu puisses bien écouter et bien parler pour que les gens te comprennent bien. Et une nouvelle technologie, c'est que tu pourras en fait te prendre une photo, te scanner le haut du corps, comment tu es habillé, et selon tes mouvements que tu fais et ton visage, tes actions faciales, Apple va être capable de reproduire ça quand les gens vont t'appeler. Donc à la place que les gens te voient avec une caméra normale, mettons à partir de ton cellulaire, c'est eux qui vont reproduire les mouvements que tu fais sans qu'ils te voient en vrai, mais ça va vraiment être comme s'ils te voyaient en vrai. Et avec toutes ces promesses-là, le prix de cet appareil s'élèvera à 3500$ US, ce qui est vraiment en dessous de celui canadien. Donc, canadien, ça s'élève à 4700$. Cet appareil sera disponible en automne 2024, puis plusieurs personnes ont vraiment hâte de le voir. Mais une question s'impose. Est-ce que cette nouvelle technologie nous coupera encore plus de la réalité? En fait, les gens passent vraiment beaucoup de temps sur leur téléphone, sur leur tablette, sur leur ordinateur.
Est-ce que ça va couper les liens sociaux entre les gens? Est-ce que les gens auront moins tendance à se parler? Moi, je pense que oui. Parce que ça fait juste augmenter le nombre de personnes qui voudront s'acheter une autre bébelle informatique afin de travailler, mais à la place, ils pourront travailler sur un ordinateur bien facile. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner le monde, mais en même temps, il y a des vraiment grandes répercussions sur les liens sociaux entre les gens. Donc, je pense que ça va avoir un grand impact sur la manière dont les gens vont communiquer. Mais en ce moment, on ne peut pas prédire exactement ce qui va se passer. Mais j'ai bien hâte de voir sa sortie. Et on s'entend qu'il y aura peut-être de petits défauts parce que c'est le premier appareil de réalité augmentée par Apple. Donc ça, c'est ce qui conclut notre première nouvelle. Et par la suite, je vais vous parler des députés de l'Assemblée nationale qui ont réussi à augmenter leur salaire de 30% à la vitesse grand V. Après cette nouvelle, je vous parle maintenant de la hausse des salaires des députés québécois de 30%. Donc 30%, ça représente 30 000 de plus. Donc leur salaire actuel était d'environ 100 000 et là va maintenant s'élever à 130 000 pour les députés. Par contre, il y a plusieurs députés qui occupent des fonctions plus importantes, donc des fonctions supplémentaires. Il y en a que c'est président de l'Assemblée, premier ministre, ministre, et une autre panoplie d'autres fonctions. Entre autres, le ministre va gagner 76 000 de plus que le 30 000 donc c'est vraiment énorme. Le premier ministre, lui, ça va s'élever à 106 000 de plus. Et c'est vraiment pas juste un petit nombre de députés qui occupent des fonctions supplémentaires, c'est vraiment la grande majorité, c'est-à-dire 115 des 125 députés. Ça représente plus que 90% des députés. Et ce projet de loi, en fait, s'est passé vraiment rapidement. Donc, juste avant la fin de session parlementaire, la CAQ a décidé de lancer ce projet et ça s'est vraiment divisé en deux camps dans l'Assemblée. En fait, il y avait Québec solidaire et le Parti québécois, deux partis qui ont eu quand même environ chacun ensemble le tiers environ des votes aux dernières élections. Mais ils sont victimes du mode de scrutin majoritaire. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je vais vous parler que eux se sont vraiment opposés et qu'est-ce qu'ils proposent pour remédier à la loi qui a été votée. Donc en fait, eux, c'est vraiment minoritaire dans l'Assemblée. Et l'autre camp, c'est le Parti libéral du Québec et la CAQ qui sont ensemble. Donc eux, ben, ça constitue vraiment la majorité. La CAQ par elle-même est déjà majoritaire et le PLQ fait juste ajouter 27 députés de plus. Donc ça va vraiment aider à ce que ben, la loi soit votée. Donc finalement, euh, ils vont réussir à l'adopter. Et la hausse des salaires représente une dépense de plus de 5 millions de dollars. Cet argent-là aurait pu être investi dans d'autres causes. Par exemple, notre système de santé, notre système d'éducation manque considérablement d'amour. Celui d'environnement aussi. En fait, actuellement, il y a une crise de feu. Là. Il y a des feux de forêt partout au Québec. Et en effet, Québec solidaire promet de dire à combien de dollars s'élève leur augmentation et vont toutes donner leur argent à un organisme qui vont déterminer la cause et lequel organisme afin de les aider parce qu'ils trouvent qu'ils n'avaient pas besoin de cette augmentation-là. Mais la CAQ a trouvé de bonnes justifications telles que c'était un rattrapage qui était dû, c'était essentiel d'attirer les meilleurs, donc des gens compétents avec des bons salaires, et valoriser le rôle des députés. Le Québec est une grande nation à gérer et une des plus grandes au Canada. Mais ça ne justifie pas non plus que le Québec, le salaire des députés est le plus élevé au Canada. Même plus haut que l'Ontario, qui est une province plus peuplée et plus prestigieuse que celle de Québec. Le Parti québécois, lui, limitera son augmentation à quelques pourcents, mais gardera quand même un peu d'argent de son côté, parce que ben, ça fait pas de mal, hein, quelques 30 000 pour chaque député, en plus qu'il y en a la majorité d'entre eux qui occupent des fonctions supplémentaires. Et les députés québécois sont les députés les mieux rémunérés au Canada, comme je vous l'ai dit. Donc, même sans leur rémunération augmentée, là, donc ça montre comment notre
rôle de député est vraiment valorisé au Québec. Et le projet de loi a été mis en œuvre grâce aux recommandations d'un comité indépendant formé d'anciens députés. Donc, c'est vraiment une question qui s'est posée dans un comité. Ils ont fondé un comité indépendant. Comme ça, l'Assemblée nationale n'a pas nécessairement d'influence sur la décision qui va être choisie. Et en fait, on peut vraiment voir que l'Assemblée nationale se divise en deux pour ce projet-là, mais finalement, ils ont réussi à l'adopter juste avant la fin de session parlementaire. Maintenant, je vais vous parler du pape François qui reprendra le travail après avoir été hospitalisé à l'abdomen. Donc le pape François a 86 ans, donc il est quand même assez âgé, mais moins que le dernier pape qui est décédé malheureusement à 95 ans, mais il est quand même assez vieux. Son état de santé est très surveillé par non seulement la population du Vatican, mais celle aussi de son entourage et du monde, parce que c'est quand même le représentant de la religion catholique dans le monde. C'est quelqu'un de très respecté, prestigieuse et importante, à cause de nombreuses hospitalisations qu'il a reçues au cours de sa vie. En fait, il a subi des opérations aux genoux, aux poumons, aux hanches, au côlon, pendant diverses parties de sa vie. Quand il était jeune, il en a reçu, donc il a vraiment eu plusieurs problèmes de santé qui auront malheureusement des répercussions sur son état de santé actuel, puis quand il va être encore plus âgé. Et son état de santé réduit considérablement avec le temps. Malheureusement, il doit alléger son emploi du temps parce que, avec des répercussions sur sa santé, ça va vraiment influencer comment il va se déplacer parce que s'il y a des problèmes de hanche, et on sait tous qu'ils se promènent maintenant par chaise roulante, ça va vraiment influencer comment il va se déplacer. S'il y a des grands rendez-vous, il va vraiment valoriser ceux qui sont gros à la place de visiter des petites villes parce qu'il doit vraiment alléger son agenda. Il s'est fait opérer sous anesthésie générale pendant plusieurs heures, mais il est resté à l'hôpital pendant quelques jours. Il s'est fait opérer à un hôpital à Rome où que plusieurs autres papes se sont fait opérer, dont celui qui est décédé avant lui. Tellement qu'il y a 2 papes qui se sont fait opérer là, on surnomme au 10e étage, où c'est vraiment où que tous les papes se font opérer, on surnomme cet étage l'hôpital des papes, parce que c'est vraiment là où il y a eu beaucoup de papes morts, des fois, ou avec des grandes opérations, parce qu'ils meurent vieux. Dorénavant, je vais vous parler de David Johnston, qui démissionne de ses fonctions. Donc en fait, David Johnston était un ancien gouverneur général qui a récemment occupé le mandat de rapporteur spécial indépendant. Donc c'est quand même un gros rôle, afin d'enquêter sur l'ingérence étrangère au Canada. Il devait d'ailleurs remettre un rapport d'une 60aine de pages sur, entre autres, la possibilité de faire une enquête sur l'ingérence électorale chinoise dans les 2 dernières élections canadiennes. Donc en fait, il y avait eu de lourdes tâches. Examiner la possibilité de faire une enquête, c'est quand même assez grand. En même temps, de se faire critiquer par tous les partis politiques présents à la Chambre des communes, sauf, bien évidemment, le parti de Justin Trudeau qui lui a donné la responsabilité de faire ce travail-là. Son rapport déposé il y a quelques semaines a été lourdement critiqué évidemment par l'opposition canadienne. Chaque parti est d'accord pour faire une enquête sur l'ingérence chinoise dans les élections canadiennes, sauf le Parti libéral qui, sans étonnement, s'est engagé à faire soutenir la décision de David Johnston. Donc en fait, le Parti libéral s'était dit, peu importe la décision prise par Johnston, vu que c'est quelqu'un de responsable, d'intelligent, qui va faire de bon travail, on va vraiment appuyer cette décision. Monsieur Johnston s'est contredit en affirmant avant qu'il voulait continuer son travail jusqu'à la fin de son mandat. Sa fin de mandat finissait en octobre 2023, mais il justifie sa décision de partir en affirmant que le climat politique était trop difficile et insoutenable.
En fait, c'était que les partis de l'opposition étaient tellement rudes avec lui, ils mettaient toute la faute sur lui, mais qu'en fait, c'était le Parti libéral qui a peut-être probablement mis de la pression sur la décision de M. Johnston. Dans son rapport, il indique, entre autres, que le phénomène prend constamment de l'ampleur au Canada, donc il n'avait pas tort en affirmant ça, mais il dit toutefois que l'enquête ne serait pas nécessaire. Il lui restait seulement de collecter divers témoignages de plusieurs Chinois, donc de la diaspora chinoise, victimes de l'intimidation communiste au Canada, et d'examiner une manière d'améliorer la transmission des renseignements secrets entre les institutions canadiennes de la défense. Donc, il veut vraiment faciliter le moyen de trouver des solutions en diverses institutions canadiennes pour vraiment faciliter la défense contre ces types d'événements-là qui se sont déroulés dans les dernières élections. Cependant, on ne sait pas encore vu qu'il n'y a pas eu d'enquête qui se sont tenues, on ne sait pas si la Chine, comment elle a pu genre, jouer dans nos élections, et on ne sait même pas aussi, quel parti il a financé ou il a avantagé dans les élections, et on ne sait pas à quelle ampleur, comment ça l'a aidé, si ça l'a vraiment changé la donne. Mais cependant, le Parti conservateur, connu comme il l'est, il va vraiment convaincre les gens que le Parti libéral est mauvais. Donc il affirme que la Chine a financé le gouvernement Trudeau, mais je pense finalement que c'est pas nécessairement le contraire, mais que je pense pas que c'est le Parti libéral nécessairement qui s'est fait voter pour lui, que la Chine les a aidés parce que justement c'est le parti au pouvoir, et le Parti libéral condamne justement les actions de la Chine qui sont mauvaises. Dominique Leblanc, après la démission de David Johnston, aura la responsabilité de consulter les autres partis et des experts afin de sélectionner une personne responsable pour remplacer M. Johnston. Ça va vraiment être une grande tâche parce qu'il faudra trouver quelqu'un qui va avoir le courage de reprendre le flambeau de cette décision qui est très séparée à l'Assemblée et qui est quand même assez déterminante et importante pour l'avenir du Canada et de ses élections et de ses relations internationales avec la Chine. Certains croient que M. Johnston a pris la décision de ne pas tenir une enquête sur l'ingérence étrangère puisque les libéraux l'auraient poussé à penser de même. Parce que c'est pas un comité indépendant, c'est pas un comité avec des membres qui ont été choisis par la Chambre des communes, c'est vraiment le Parti libéral qui choisit, tiens, je vais te donner la tâche de décider s'il y aura une enquête ou non, puis je vais appuyer ta décision. C'est vraiment très libre, et on sait pas, il n'y a aucune preuve disant qu'il aurait poussé à ne pas faire d'enquête. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Si c'est vrai, c'est peut-être pour des raisons financières ou pour des raisons de relations internationales, entre autres, parce que, par exemple, la Fondation Trudeau, il a reçu un fonds controversé il y a quelques mois de personnes chinoises qui sont très fortunées et ont fait un don. Les gens trouvent que c'est pas bon de garder un don d'un pays communiste qui va encourager un autre pays, mais c'est genre un peu pour pas les appauvrir, mais essayer de retourner le don c'est un peu comme les provoquer. C'est ça le but de la Chine, de provoquer les gens. Et est-ce que les libéraux auraient quelque chose à cacher aux autres? On ne sait pas justement ce que les conservateurs disent. Ils disent que c'est la Chine qui les a aidés. Est-ce que c'est vrai qu'il y aurait peut-être des manigances entre les deux pays? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a des ententes financières secrètes? On ne sait pas. Mais il faut pas se donner plein d'idées puis tirer une conclusion de ça. Il faut vraiment analyser les faits et pas nécessairement mettre une conclusion à ça, dire que le libéral l'a influencé, la décision de M. Johnston parce que la Chine a décidé de même. Puis il faut vraiment faire une analyse de tout ça. L'opposition veut que la décision d'une enquête sur l'ingérence soit discutée et débattue dans un comité indépendant, comme la question qui a été débattue sur la hausse des salaires des députés québécois.
ça s'est bien passé. C'était dans un comité indépendant, donc il n'y avait eu aucune influence de l'Assemblée. Et non par une personne choisie par le premier ministre pour évidemment éviter, je ne dis pas qu'il y en a eu, mais pour éviter la possibilité qu'il y ait une influence par le parti.